Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogit, ici Guillaume, pour te présenter un nouveau livre. Tradition oblige, normalement la présentation des livres, c'est le premier dimanche du mois, elle aurait donc dû sortir dimanche 1er mai à 10h, mais actuellement, là, quand je tourne, il est 16h, et nous sommes le dimanche 1er mai, donc évidemment, un peu de retard, mais elle arrive, je sais pas si elle va sortir aujourd'hui, si vraiment je ne dors pas, ou si je suis très rapide, ou si elle sortira un peu plus tard dans la semaine, mais je suis très heureux de te présenter un nouveau livre, alors n'hésite pas, si ça te plaît, à t'abonner, à liker, et à commenter ou partager. Mais bref, passons aux choses sérieuses. Le livre d'aujourd'hui, j'ai hésité extrêmement longtemps à le lire, parce que c'est un pilier de la SF, c'est un classique parmi les classiques, c'est une référence, énormément de gens l'a lu, beaucoup plus devraient le lire. En fait, j'avais peur de ne pas réussir à trouver cette œuvre bien, à reconnaître le génie que tout le monde reconnaissait à cette œuvre, et j'avais peur que ce soit peut-être un peu daté, un peu lourd, parce que c'est déjà un livre qui a plus de 70 ans. Donc après des mois, des années d'attente, je l'ai finalement lu, et je vais finalement pouvoir le présenter aujourd'hui. C'est ce livre, donc Les robots d'Isaac Asimov, le premier tome de la mythique série du mythique, le cycle des robots, par Isaac Asimov, donc une référence absolue. C'est l'apparition initiale du terme de robotique. Isaac Asimov à l'origine de ça, la science des robots, c'est lui qui l'a pensé, qui a pensé le terme. C'est l'homme qui a transformé la vision du robot, la vision de la robotique, et qui a créé un peu notre vision actuelle du robot, en créant les 3 lois de la robotique, des lois que l'on considère comme acquises dans la plupart des œuvres de fiction, que l'on considère comme acquises dans notre monde actuel réel, même si elles n'existent pas de la même façon qu'elles existent dans ce livre, enfin pas de façon aussi absolue. Heureusement, on n'a pas encore trouvé un général, un militaire suffisamment fou pour se dire qu'il allait créer des robots qui auraient l'idée de pouvoir tirer par eux-mêmes sur des êtres humains. On espère que ce pas ne sera jamais passé, évidemment. Mais avant d'aller plus loin, de parler un peu plus des lois de la robotique, présentons d'abord son auteur, notre héros du jour, Isaac Asimov. Isaac Asimov, comme son nom le laisse entendre, il a des origines slaves, des origines russes. Il est né en 1920, dans l'ex-URSS, et l'actuelle Russie, à Petrovichi. Donc Petrovichi, si on regarde la petite map derrière, ça se trouve à peu près par là, hein, c'est vers Smolensk, à la frontière actuelle entre la Russie et la Biélorussie. Donc Petrovichi, qu'est-ce qu'on peut dire du patelin? Bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Ils ont la particularité de posséder une poste. Ils ont un caillou, je mettrai peut-être une photo même du caillou dans un champ. Ils ont un caillou dans un champ avec une plaque pour dire que c'est là qu'il y avait la maison des Asimov à l'époque où ils vivaient là-bas. Il n'y a plus la maison. Et ils ont, petite particularité géographique, ils ont une exclave, hein. Ils ont une petite excroissance de territoire de Petrovichi dans le vide, parce qu'a priori là-bas les communes ne se touchent pas toutes. Donc petite commune russe de laquelle Isaac et sa famille, donc ses parents et sa sœur, sont partis quand il avait 3 ans, donc en 1923, en direction des États-Unis. Et Isaac, il va découvrir la SF tôt dans les magazines que vendaient ses parents, qui étaient commerçants. Alors après, niveau études, Isaac, il est plutôt très doué, il obtient sa bourse pour rentrer à Columbia, il passe un master en chimie, et il a un doctorat par la suite en biochimie. Une fois son master et son doctorat en poche, à ce stade de sa vie, Isaac, il va faire quoi? Bah, il va faire son service militaire, et il va devenir chargé de cours à l'université de Boston au sein de son école de médecine. Tout ça en commençant à écrire de la science-fiction, à se faire publier. Il écrit principalement des nouvelles, et le moment qui va nous intéresser, c'est 1958. Isaac, il a 38 ans, et qu'est-ce qui se passe en 1958? Isaac, il se fait licencier. Alors, je ne connais pas exactement les raisons de son licenciement. En 1958, il est licencié de l'université de Boston,
et il commence à écrire à temps plein. Alors c'est une chance pour nous, parce que comme ça, grâce à ça, Isaac va être en mesure d'écrire plus de 500 ouvrages. Pour l'instant, j'en suis à 1,5 sur 500, parce que j'ai lu celui-là que je vous présente, et j'ai lu... je suis en train de lire celui-là, qui est le deuxième tome du cycle des robots, que je présenterai peut-être un jour. Donc Isaac, 500 ouvrages, à partir de là, il va être récompensé un nombre de fois important. Il a plus de 20 prix, dont plusieurs, je crois même quasiment 5, ou peut-être même 5, qui ont été attribués à titre posthume. Parce que malheureusement, Isaac Asimov n'est plus parmi nous, il est mort en 92 à New York, à l'âge de 72 ans. Et sur cet élément un peu triste de savoir, si vous ne le savez pas encore, que nous ne pouvons et vous ne pourrez jamais plus croiser Isaac Asimov, si vous l'avez déjà croisé, chance à vous, et moi j'ai pas pu, je suis né après son départ. Parlons désormais du livre, donc ce premier livre, Les robots d'Isaac Asimov. Parlons donc de son livre, de son premier livre sur les robots, qui s'appelle Les robots. Et il faut savoir quelque chose, la construction de son livre et de la pensée d'Isaac Asimov vis-à-vis de la robotique, elle tient énormément à un point important, qui est son rejet d'une vision qui était extrêmement partagée, et qui est encore partagée aujourd'hui, qui est une vision d'une science dangereuse. Cette vision, dans la littérature de l'époque, elle va se traduire par un schéma qu'on va croiser extrêmement souvent, qui est celui du schéma du monstre de Frankenstein. Un savant va développer une créature qui va finir par se retourner contre lui et le détruire, le tuer, et potentiellement s'attaquer aussi à la société. Donc on a le monstre de Frankenstein, on a les robots qui apparaissent déjà dans la SF à cette époque-là, parce que Isaac Asimov n'est pas le premier à parler de robots, loin de là. Alors attention, je ne dis pas qu'Isaac Asimov n'a pas conscience des dangers de la technologie, parce que Isaac Asimov est scientifique. C'est un scientifique qui est né après la Première Guerre mondiale, donc avec la mémoire de tout ce que la technologie a pu faire. C'est un scientifique qui, à 19 ans, a vu la Seconde Guerre mondiale, à 25 a vu la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu les dérives de l'atome, et en particulier les bombardements. C'est un homme qui, après ça, a grandi dans le monde de la guerre froide, qui, en plus, en tant que russe d'origine aux États-Unis, ça n'a pas dû être facile. Donc il a conscience des dangers de la technologie, des dangers et des dérives que les humains peuvent avoir vis-à-vis de la technologie, mais il a aussi conscience d'un autre point, un point qui est majeur, c'est que l'on fait toujours des efforts en tant qu'être humain pour sécuriser les choses, pour rendre cette technologie qui pourrait être dangereuse la moins dangereuse possible. Et c'est avec ce point à l'esprit qu'Isaac, il va écrire l'élément peut-être le plus majeur, le plus connu de son œuvre, les 3 lois de la robotique. Et donc ces 3 lois, c'est ce qu'il va permettre de créer ce qu'il qualifie de robots anti-méphistophéliens. Donc c'est des robots qui justement ne peuvent pas entraîner la destruction de leur créateur et de, on va dire, la société. Ces 3 lois, pour la robotique, c'est un peu comme une ceinture de sécurité ou un airbag dans une voiture. Enfin voilà, c'est la ceinture de sécurité qu'il fournit à la robotique pour pouvoir penser à son œuvre. Donc, je vais quand même me permettre d'évoquer ces 3 lois, qui sont, pour la première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, donc un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, donc on ne peut pas ordonner à un robot d'attenter à la vie et à la sécurité d'un autre être humain, même de façon passive, on ne peut pas lui dire de ne pas sauver quelqu'un. Voilà. Et la troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc, le robot maintient son intégrité, sauf si on lui dit le contraire, ou sauf si maintenir son intégrité irait à l'encontre du fait de sauver, de protéger un être humain. Par exemple, si sauver un être humain doit entraîner sa destruction, eh bien cette loi doit être respectée et le robot devra sauver l'humain, quitte à disparaître. Alors là, comme ça, ces lois, elles ont l'air très absolues. Eh bien, non.
en fait, elles sont pas si absolues que ça, et c'est là que va se faire toute la réflexion d'Isaac Asimov vis-à-vis de la robotique, vis-à-vis de ces robots positroniques. Ça va être de se faufiler à la lisière, dans le flou, dans les ambiguïtés de ces trois lois, pour créer, pour étudier des cas particuliers. Alors j'ai utilisé le terme de robot positronique, alors pour expliquer ce qu'on entend par là, donc les robots au sens d'Isaac Asimov, c'est que la pensée du robot, le cerveau du robot, c'est un cerveau positronique, donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, c'est une sorte d'élément poreux en platine et en iridium, dans lequel il y a des apparitions, des générations et des désintégrations de positrons, et c'est ça qui fait la pensée du robot. Alors au final, c'est globalement notre cerveau, masse poreuse, à l'intérieur il y a des petits passages d'électricité, de la chimie, et c'est comme ça qu'on a notre pensée. Et donc nos robots, ils ont un cerveau métallique, mais on va dire dans un certain sens similaire au nôtre, et avec une particularité, c'est que lors de la production extrêmement compliquée de ces robots, eh bien, on va dire, sont structurellement inscrites les trois lois de la robotique, ce qui fait que, par défaut, la pensée du robot, l'existence intellectuelle du robot, ne peut se faire sans l'application des trois lois qui lui ont été imposées à sa création. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Eh bien, ce livre, c'est un recueil qui a une structure narrative globale, hein, qui est en fait celle plutôt d'une interview autour de la robotique. Et les 9 histoires qu'on a dans ce livre peuvent être regroupées en 3 blocs. Un premier bloc d'une seule histoire, qui est Robbie, la première histoire du livre, la première histoire sur les robots écrite par Isaac Asimov, qui est l'histoire d'un robot garde d'enfants, qui globalement, du coup, est parfait, et du lien, en fait, qui va pouvoir se créer entre ce robot, les humains, les limitations qui peuvent apparaître, mais globalement, une histoire très positive, on a notre robot parfait. Les autres nouvelles, donc les 8 autres, se partagent en 2 blocs encore. Donc un premier bloc autour de Suzanne Calvin, ou Calvin, qui est une femme qui était là au début du développement des robots positroniques et qui est robot psychologue. Alors, par robot psychologue, il faut comprendre psychologue ou spécialiste de la psyché, de la pensée des robots, et pas un robot qui fait de la psychologie, et globalement qui va devoir étudier, être en mesure de comprendre les dérèglements qui peuvent apparaître dans la psyché d'un robot, de comprendre et d'identifier des robots. Exemple d'une des 3 ou 4 histoires à son sujet, il y en a une où on a un robot sur lequel une des 3 lois n'a pas été inscrite à sa fabrication, afin qu'il puisse mieux agir dans son activité, et ce robot se dissimule parmi des robots similaires, mais qui, eux, ont bien les 3 lois inscrites, et elle va devoir chercher à l'identifier, alors même que, tout intelligent qu'il est, il cherche à se dissimuler. Voilà. Donc c'est vraiment dans la pensée, dans la structuration de pensée des robots par rapport à ces lois, et comment cela va les impacter. Et enfin, le dernier bloc, qui est un bloc autour de 2 personnages humains, Powell et Donovan, qui, eux, sont des testeurs dans la même entreprise de robots positroniques que Suzanne Calvin. Eux, ce sont des testeurs qui allaient sur d'autres planètes, allaient dans l'espace avec des robots, et surtout des prototypes. Et évidemment, qui dit prototype, qui dit histoire, qui dit limite des lois de la robotique, dit petit bug. Et du coup, ils devaient voir comment gérer les bugs, voir si c'était vraiment problématique, si ça pouvait quand même fonctionner comme ça. Ce qui fait que dans une de leurs histoires, typiquement, on va avoir l'apparition d'un robot qui, dans toute sa perfection robotique, s'il est plus fort, plus résistant, plus intelligent qu'un être humain, ne peut pas accepter, en fait, il a été créé par l'homme, et du coup, il va plus ou moins créer sa religion et envisager un dieu qui serait à l'origine des humains et des robots. Et on va voir ce que ça va donner, c'est super intéressant, parce qu'il se passe des petites choses un peu piquantes, un peu intéressantes sur le sujet. Malheureusement, là j'ai évoqué 3 histoires, sur les 9, j'ai évoqué les 3 blocs structurels, et je n'en dirai pas plus, parce que j'espère que déjà les 3 premières histoires vous ont intéressé,
et parce qu'il faut que vous ayez envie d'en découvrir un peu plus, hein. J'en raconterai sans doute de nouvelles avec le 2 quand je le présenterai, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Sans doute que ça arrivera quand même un jour. Il est désormais temps pour moi de faire quelque chose d'hyper important, donner mon avis, parce que c'est quand même pour ça que je fais des vidéos sur internet, c'est pour pouvoir donner mon avis. Globalement, je regrette, sincèrement, d'avoir attendu aussi longtemps, de m'être bloqué aussi longtemps sur la lecture de ces textes, parce que c'est vraiment top. Les robots d'Isaac Asimov, hein, ce petit livre qui a défini, qui a structuré la SF moderne, c'est un banger, c'est un chef-d'œuvre, c'est une référence depuis 70 ans. 55 en France. Et ça a raison, parce que ce livre, il fait preuve d'une très grande finesse dans l'analyse, dans la réflexion, il pousse des réflexions, il est très intéressant parce que Isaac Asimov a une particularité, alors je sais pas si c'est aussi le travail des traducteurs en français qui ont peut-être aidé ça, mais Isaac Asimov, il a une plume qui est extrêmement facile à lire. C'est limite au stade où tu n'as plus l'impression de lire, tu as juste l'impression d'être en train de penser l'histoire. On est très loin d'un autre auteur que je vous ai présenté précédemment et qui pourtant fait aussi des œuvres qui sont des références. On est très loin de William Gibson, avec Neuromancien, qui lui a une plume très, très dure à lire, où il faut vraiment s'engager dans le livre pour bien comprendre, pour pas se faire perdre. Avec Isaac Asimov, tu te laisses porter confortablement, et ça se passe vraiment tout seul. Pour moi, ça va être un 9 sur 10, je pense, parce que je veux pas donner de 10. Pour moi, c'est un 9 sur 10, vraiment. Alors, surtout, n'hésite pas à le relire, si tu fais partie du nombre des personnes qui l'ont déjà lu. N'hésite pas à le lire, si jamais c'est une découverte, que tu en avais juste entendu parler de loin, ou que tu avais même déjà entendu parler des lois de la robotique et tu ne savais pas d'où elles venaient. Elles viennent de là. Alors n'hésite pas à foncer en librairie, évidemment, à l'acheter, à le commander dans le lien en description si tu préfères passer par Amazon. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, parce que tu l'as trouvé trop bien, à commenter, parce que tu as trouvé la vidéo trop bien, et à t'abonner, te désabonner, t'abonner, te désabonner, surtout à la fin, t'abonner à la chaîne pour soutenir Cogite, pour me montrer que tu veux en savoir plus, que tu veux voir plus de livres, ou plus de chroniques. N'hésite pas donc à aller voir mes autres vidéos. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!